Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Gin to the Sea, le podcast qui vous apporte un regard pragmatique sur les sujets de votre développement personnel pour chaque domaine de votre vie. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que vous avez choisi et prisé, de par ce qu'il implique dans le rapport qu'on a avec nous-mêmes, avec les autres, et qui va jouer un rôle primordial sur notre épanouissement dans la vie. Ce sujet, c'est celui de notre estime personnelle, notre façon de nous percevoir, lorsqu'elle est biaisée par notre éducation ou notre conditionnement social, peut inhiber notre capacité à orienter notre vie dans une direction que l'on pourrait trouver satisfaisante, nous assujettir de façon contraignante au regard des autres, ou encore justifier des comportements qui vont alimenter notre anxiété, notre culpabilité ou notre indignité. Dans un premier temps, je vais présenter les éléments de notre éducation qui peuvent biaiser notre estime personnelle et leurs impacts sur notre façon d'être. Dans une deuxième partie, j'apporterai également des outils pratiques pour restructurer nos dialogues internes afin d'aligner nos comportements avec des aspirations qui nous permettraient de nous étoffer personnellement et dépasser les limites qu'on perçoit à notre sujet. Avant de vous donner des exemples pratiques qu'on saurait identifier peut-être chez nous ou dans notre entourage, j'aimerais contextualiser la construction de notre estime. Étant plus jeune, alors que nous définissons notre identité à travers un regard externe qui modulera notre façon de nous percevoir, nos parents ont un impératif de nous sociabiliser. Ils sont sous pression pour rendre l'enfant socialement fonctionnel, nous inculquer une façon d'être qui serait acceptable d'un point de vue comportemental, académique ou encore dans notre façon de traiter ceux qui nous entourent. Inévitablement, notre éducation finit par comprendre une composante de récompense, mais surtout de punition ou de sanction, qui sous-entend que notre façon d'être en l'état n'est pas acceptable et qu'il convient de réprimer certaines parties de nous-mêmes alors qu'elles pourraient être fonctionnelles. Le corollaire de cette approche est que nous développons un sens d'indignité, au gré duquel on externalise notre estime personnelle. Pour y pallier, on se construit alors une personnalité qui cherche une forme d'approbation de son entourage pour invalider ce sentiment ancré en nous qui impliquerait que je ne suis pas assez. Est-ce que je suis assez bon dans ce que je fais ? Est-ce que mon école ou mon poste actuel est assez digne ? Est-ce que je suis digne d'intérêt, même si je ne suis pas marié après 30 ans ? Est-ce que je suis assez compétent pour me lancer dans ce que je veux vraiment, que ce soit mon entreprise ou un autre poste ? Est-ce que je suis assez attrayant et que je reçois suffisamment d'attention sur les réseaux ? Est-ce que ma voiture ou ce que je porte, ou les sujets que j'aborde, sont assez pour assurer mon rôle social et préserver ma réputation ? On le remarque assez rapidement, nos problèmes d'estime sont le reflet de certaines peurs qu'on abordera au gré de cet épisode, qui génèrent un inconfort structurel que l'on essaye de combler à travers la recherche d'une gratification éphémère que peut nous apporter notre environnement extérieur, par la recherche de l'approbation des autres ou de notre hiérarchie, par l'importance que l'on saurait dériver du poste que l'on occupe ou de ce que l'on possède, par l'image de perfection que l'on essaye de feindre pour se montrer digne de ce que l'on pense devoir être aux yeux des autres. Seulement voilà, on ne saura jamais se satisfaire de ce dont on n'a pas besoin. Et au final, en cherchant à dériver de notre environnement ce qui nous fait défaut intérieurement, on recherche alors un bonheur ponctuel qui dépendra de l'obtention de biens, d'un statut, d'attention ou de validation qui ne sauront jamais remplacer l'épanouissement qu'apporte une orientation authentique dans sa vie. Pour mieux distinguer ce qui favorise la construction de notre estime, on peut mettre en évidence certains schémas dans lesquels on a pu grandir qui ont conditionné cette perception que l'on a de nous-mêmes. À commencer par celui où les figures d'autorité auxquelles on a eu affaire, parents ou autres, nous ont comparés aux autres. On a pu soit être diminué et comparé négativement dans une démarche de culpabilisation pour nous inciter à changer, ce qui nourrit un sentiment d'infériorité, d'insécurité et de ne pas être assez. A l'inverse, on a peut-être été éduqué à penser que nous étions spéciaux, meilleurs que les autres, ce qui peut créer plus tard un impératif de maintenir l'image à laquelle on s'identifie. Dans les deux cas, on finit par attacher notre estime à certains critères extérieurs que l'on se sent contraint de remplir pour être digne d'intérêt. On devient alors plus soucieux de notre réputation que de notre personnalité ou de notre bien-être, ce qui implique que la façon dont on est perçu par les autres finit par précéder ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Notre importance supposée prime alors sur notre valeur intrinsèque. Je vais essayer de combler mon sentiment d'infériorité ou affirmer ma supériorité perçue en me définissant par exemple par le poste que j'occupe ou en mettant en avant ce que je possède. C'est comme ça d'ailleurs que l'importance supposée de ce qu'on possède finit par primer sur son utilité et qu'on se lance, par exemple, à la poursuite d'objets de marque. En groupe, je vais compromettre ce que je pense vraiment pour ne pas m'exposer au jugement de mes pairs
et je me cache derrière la façade sociale que je me construis, en adoptant des idées que je sais être communément admises. Et à défaut de me mettre à nu moralement en public, je compromets la vérité de ce que je pense par intérêt, et préfère me trahir moi-même que de m'exposer aux peurs que j'ai internalisées en étant plus jeune, à savoir la possibilité d'être critiqué ou rejeté. En conséquence, on apprend à feindre la perfection, ou se conformer, plutôt que de nourrir une authenticité qui nous pousserait à partager notre vraie nature et à combattre le poids du jugement social qui inhibe ce que l'on est. On entretient à la place un sentiment de fausseté perceptible qui a pour conséquence de diminuer davantage notre estime. Un exemple parlant de cette nécessité de se conformer qui revient dans mes séances est cet impératif de se marier avant la trentaine, et ceux qui n'y parviennent pas finissent par entretenir un sentiment d'infériorité. Se définissant à travers le regard subjectif des autres, on se soumet à la pression de nos familles ou de notre entourage, et on entretient une indignité pour laquelle seul le mariage serait rédempteur, et il devient alors une fin en soi. J'aimerais apporter aujourd'hui 2 considérations à prendre en compte. Premièrement, avec cette approche, la qualité de la relation, qui devrait être construite sur une compatibilité de 2 personnalités et qui permettrait d'assurer sa pérennité, devient subordonnée à l'impératif d'un mariage basé sur un certain nombre de critères exogènes à la relation, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer en partie la tendance haussière du nombre de divorces au Maroc, qui atteint aujourd'hui près d'un mariage sur 3. Ensuite, en apprenant à dissiper cette pression sociale, on comprend que la vraie contrainte temporelle à laquelle nous sommes soumis et biologique est rattachée à la capacité à mettre au monde. Par ailleurs, un bon indicateur que notre estime est corrélée à l'image que l'on renvoie se trouve dans notre disposition à juger les autres, que ce soit pour les idéaliser ou les diminuer. À quel point observez-vous les autres avec envie? Les méprisez-vous pour leur bien, leur boulot, leur talent, leurs relations? Ce que nous idéalisons ou rejetons chez les autres alimente notre insécurité, et notre façon de les juger reflète uniquement un mode de pensée basé sur le manque et l'insatisfaction. Ces sentiments peuvent d'ailleurs être exacerbés aujourd'hui au gré des standards qui peuvent être véhiculés par exemple sur les réseaux sociaux, qui nous renvoient à cette idée internalisée qui voudrait que nous ne sommes pas assez. Mais c'est à se poser la question vraiment, au sujet de cette habitude que l'on a de se comparer et de juger. Comme le suggérait le défunt Richard Alpert, professeur de psychologie à Harvard, connu aussi sous le nom de Ramdas, quand on se retrouve dans une forêt, on ne pense pas qu'un arbre est bon ou mauvais, gros ou mince, qu'il a fait une bonne école ou que sa voiture ou son sac ne font pas partie de la dernière collection. On observe et on apprécie la nature pour ce qu'elle est. Pourtant, dès qu'il s'agit de notre prochain, on saute sur la première occasion pour dénigrer, afin d'invalider ce sentiment d'insécurité que l'on entretient. Le deuxième schéma que je souhaite mettre en avant, et qui va moduler notre estime personnelle, c'est celui où nos figures d'autorité nous ont prisés uniquement pour nos résultats académiques ou pour des attentes qu'ils avaient dans ce que l'on devait accomplir et que l'on a été sanctionné, puni, si on ne réussissait pas, et qu'on se rapproche d'une logique de pouvoir et de soumission. Au sortir de notre éducation, on finit par internaliser une idée irrationnelle, une croyance tacite que le regretté psychologue Albert Ellis a mis en lumière et qui est la suivante: je ne serai digne d'intérêt que si je réussis dans ce que je fais. Attention, c'est sain de vouloir s'accomplir ou réussir dans ce qu'on entreprend, mais la dérive d'une estime corrélée à nos accomplissements fait que notre envie de réussir se transforme en besoin. Cette démarche nous expose alors à plus de stress et d'anxiété, et on essaye alors de combler le sentiment d'indignité et d'insatisfaction structurelle que l'on ressent par la recherche d'accomplissements extérieurs, dont, par exemple, la recherche d'une promotion. L'impératif d'une réussite en permanence est à l'origine alors d'une faible tolérance à la frustration, et là où les échecs peuvent constituer une leçon pour certains, ils seront destructeurs pour l'estime de ceux qui l'ont corrélé à leurs accomplissements et les conduiront dans certains cas vers la névrose ou la dépression, car ayant été punis pour leurs insuffisances supposées étant plus jeunes, ils ont fini par adopter un dialogue interne où ils se dénigrent dès qu'ils ont l'impression d'avoir échoué. Et poussé à l'extrême, on peut devenir dans ce type de schéma quelqu'un de perfectionniste. La perfection est un standard que l'on ne saurait atteindre, mais lorsqu'on est perfectionniste, on adopte un mode de pensée binaire où soit on pense de façon épisodique que ce que l'on a produit est parfait, auquel cas on devient fier et fermé à la critique. Mais la majeure partie du temps, on est constamment insatisfait de ce que l'on a produit, et on discrédite ce qu'on accomplit pour se complaire dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça finit d'ancrer en nous le sentiment d'indignité qu'on essayait d'invalider avec nos accomplissements, et à défaut d'atteindre le standard irréaliste qu'on se fixe, notre idéal devient notre juge, et on se complaît dans la culpabilité et la honte.
Une autre dérive d'une estime corrélée à nos accomplissements fera qu'on va s'engager uniquement dans ce qu'on connaît ou ce qu'on maîtrise. Ayant peur de ne pas être à la hauteur dans quelque chose de différent, on évite la nouveauté ou l'incertitude, et c'est comme ça par exemple qu'on va supporter des environnements anxiogènes, au lieu de s'orienter vers de nouvelles opportunités ou lancer notre propre entreprise. Si vous êtes dans un emploi où vous vous sentez submergé en permanence par votre anxiété ou votre stress, que vous n'arrivez plus à lever le pied, que dès que vous le faites, la culpabilité vous envahit, que vous n'arrivez plus à trouver d'équilibre sain entre votre vie professionnelle et votre vie privée, alors il est probable que les dialogues internes auxquels vous ne prêtez plus attention puissent être à l'origine de l'inconfort que vous ressentez en ce moment. Si vous avez l'impression d'être indécis dans la vie, que vous êtes arrivé là où vous êtes par voie de circonstances, parce que c'était une voie qui vous a été tracée, mais que potentiellement vous ne trouvez pas vraiment de réel épanouissement dans ce que vous faites, alors il est probable que vous ayez évolué dans un schéma dans lequel vos figures d'autorité n'ont pas mis en évidence vos préférences, vos aptitudes, ne vous ont pas encouragé à vous découvrir, mais vous ont orienté vers ce qui leur semblait être juste. La conséquence de ce genre d'environnement est une méconnaissance de ce que nous sommes vraiment. N'ayant pas été valorisés et ne connaissant pas nos préférences, on a une tendance à se conformer à ce qui est communément admis pour pallier à notre estime défaillante. Car ça nous apporte un sentiment de sécurité lié au fait qu'on recherche un quotidien prévisible plutôt qu'une vie épanouissante. Le regretté Stephen Covey, expert en développement personnel, a suggéré que certaines personnes ne se rendent compte qu'en atteignant la plus haute marche de l'échelle, qu'elles ne reposaient pas contre le bon mur. Si je me complais dans le sentiment de familiarité de mes relations, de mon environnement professionnel, même s'ils sont insatisfaisants, alors je compromets ma liberté de m'orienter vers ce que je souhaiterais vraiment, et si je ne le fais pas, c'est pour compenser la peur que j'ai héritée de mon éducation, qui est celle de ne pas avoir le contrôle. Mais surtout, je suis vulnérable au changement et aux circonstances que je ne saurais prévoir, qui deviennent génératrices d'anxiété. En effet, j'ai été conditionné à limiter ma façon de penser à ce que je connais. Et j'ai donc plus tendance à me concentrer sur mes problèmes que de canaliser mon énergie vers l'exploration de solutions nouvelles. La pandémie actuelle, et ce qu'elle a impliqué, a pu être révélatrice en cela qu'elle a pu être anxiogène pour certains qui finissent uniquement par se plaindre de ce que leur a enlevé, et a mis en lumière la capacité d'adaptation de ceux qui savent voir au-delà. Le philosophe et écrivain d'origine indienne Jiddu Krishnamurti disait d'ailleurs que ce n'est pas tant de l'inconnu dont nous avons peur, mais du connu qui touche à sa fin. À corréler notre estime personnelle au mode de vie que l'on a adopté par défaut, il constitue progressivement une zone de confort dans laquelle on sent qu'il nous manque quelque chose. Mais n'ayant pas eu la possibilité d'explorer notre potentiel déjà étant jeune, on continue de l'inhiber et d'emprunter une voie peu épanouissante, tout en se sentant impuissant pour mener le changement que l'on aimerait apporter dans notre vie. Le dernier schéma que je souhaitais partager avec vous est celui des familles que l'on qualifie de familles enchevêtrées ou intriquées, qui peut comprendre certaines des configurations déjà présentées dans cet épisode. Dans ce mode de fonctionnement, on a pu être contrôlé, on n'avait pas vraiment d'intimité, on a été puni et culpabilisé si on voulait prendre des décisions de façon indépendante. Nos figures d'autorité n'auraient pas eu une autonomie émotionnelle suffisante et avaient besoin de proximité et que l'on reste à leur côté pour les satisfaire. Se sentant aimé uniquement lorsqu'on se conformait aux besoins des autres, on développe une forme d'interdépendance émotionnelle en grandissant qui fait qu'on deviendra des people pleasers. Lorsqu'on adopte ces traits, on soumet notre estime personnelle à l'appréciation des autres et on compromet alors nos besoins et nos idées au détriment des leurs. Si vous pensez que vous êtes tout le temps gentil avec les autres, mais qu'ils ne vous retournent pas l'appareil, alors il est probable que vous ne soyez pas gentil, mais inoffensif. Et il est plus simple de masquer notre incapacité à s'affirmer et notre peur d'être rejeté derrière le manteau de la vertu d'une gentillesse supposée. Si vous ne savez pas dire non, si vous faites tout pour faire plaisir à votre entourage, même lorsque vous ne le souhaitez pas vraiment, que vous vous inscrivez à chaque fois dans un schéma de codépendance toxique dans vos relations, dont vous avez du mal à vous extraire parce que vous avez peur du rejet et de vous retrouver seul, ou que vous êtes actuellement dans une forme de subordination dans votre environnement professionnel, alors même que vous trouvez que ce que vous faites ne s'inscrit pas dans vos attributions, que certains process sont dysfonctionnels, alors il est probable que vous ayez externalisé votre amour-propre et que vous deviendrez avec le temps, à l'image de ce que les autres attendent de vous, au prix de votre épanouissement personnel ou de votre motivation à faire ce qu'on vous demande. Lorsque cette forme de dépendance avec les parents est exacerbée et qu'on n'est pas du tout responsabilisé, qu'on a toujours eu quelqu'un derrière nous pour s'occuper de nous, qu'on a toujours eu quelqu'un qui est intervenu pour résoudre ce à quoi on était confronté, alors une fois à l'âge adulte, on développe ce que le chercheur en psychologie Martin Seligman a qualifié d'impuissance apprise. Lorsqu'on adopte ce mode de pensée,
On a par exemple du mal à quitter le foyer familial pour créer le nôtre. On pense qu'on n'a pas de contrôle sur notre vie et qu'elle est orientée au gré de nos circonstances qui deviennent une fatalité qu'on ne saurait changer. On s'inscrit dans un cycle défaitiste où on pense qu'on est incapable d'accomplir quoi que ce soit par nous-mêmes et on se complaît alors dans l'apathie. Et on ressent en toile de fond une culpabilité et une honte qui nous empêchent de nous orienter vers ce qui pourrait être épanouissant dans la vie. Pour résumer, dans la première partie de cet épisode, nous avons pu mettre en lumière que notre façon de nous percevoir et les problèmes d'estime qu'on va entretenir une fois adultes vont avoir des répercussions préjudiciables sur l'orientation qu'on souhaite donner à notre vie. Nous inciter à maintenir des relations superficielles ou des emplois insatisfaisants, nous contraindre à adopter une image qui nous empêcherait d'être en accord avec nous-mêmes, mais surtout nous pousser à externaliser notre paix intérieure, notre amour-propre ou notre bonheur. On adopte une mentalité qui est basée sur le manque, et à la question « Est-ce que je suis heureux ou en paix à cet instant ?», la réponse sera inévitablement que, pour être bien, il me faudrait quelque chose de plus qui me fait défaut à l'heure actuelle, et cette approche sera à l'origine de certaines angoisses ou de sentiments d'insatisfaction structurelle. Notre estime personnelle, l'image et l'appréciation qu'on a de nous-mêmes, finit donc par conditionner nos comportements face à nos circonstances ou à notre environnement. Bien que ces mêmes comportements puissent nous entretenir dans une situation peu satisfaisante, où on pense généralement que notre problème est exogène, lié à notre environnement, notre situation, notre famille, notre partenaire, notre supérieur hiérarchique ou nos subordonnés, et ainsi de suite. Mais à blâmer nos circonstances, on oublie ce qui suit. Quelle que soit ma circonstance ou la personne avec qui j'interagis, je suis libre de choisir une chose, c'est ma façon d'y réagir. Vu que mes réactions sont souveraines, ça implique que je fais toujours ce que je veux. En contrepartie, j'obtiens ce que je cherche, même lorsque ça semble opposé à ce que je souhaite. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'entre nous ne quittent pas ce qui constitue notre zone de confort, que j'aimerais plutôt qualifier de zone de familiarité, et souvent d'insatisfaction. Car nos réactions nous mèneront soit vers notre émancipation, ou alors elles resteront le corollaire de certaines émotions que l'on ne comprend pas, comme la colère, l'angoisse, la frustration, la tristesse, et ainsi de suite. Par exemple, vous aimeriez peut-être une meilleure relation avec certains proches, mais vous réagissez toujours d'une façon qui entretient un climat de tension entre vous. Ce que ça implique, c'est que si on se connaissait si bien que ça, alors il n'y aurait rien dans nos comportements qu'on regretterait, qu'on aimerait changer sans y parvenir. Or, notre perspective et les idées qu'on se fait de nous-mêmes sont internalisées, héritées de notre éducation, notre expérience personnelle, et ce qui arrive de façon assez courante, c'est qu'on s'identifie à certaines étiquettes à notre sujet qui n'ont parfois aucune base factuelle. Par exemple, on peut penser être une bonne personne, mais qu'il nous arrive de mentir ou d'utiliser les autres pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. Ou peut-être qu'on est factuel et authentique, mais qu'on finit par croire qu'on est dur ou sévère avec les autres en raison de leur intolérance à l'honnêteté. Dans les deux cas, l'image que l'on a de nous-mêmes est décorrélée de la réalité. C'est pourquoi j'ai une question à vous soumettre. Lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un, est-ce que vous vous fiez uniquement à ce que la personne vous dit à son sujet ? Ou est-ce que vous observez également ses comportements ? Il y a de fortes chances que vous fassiez les deux. Mais alors, quand il s'agit de vous-même, est-ce que vous observez vos comportements et les idées que vous entretenez à votre sujet pour savoir qui vous êtes vraiment ? Si on ne fait ni l'un ni l'autre, alors on a certainement internalisé une idée qui voudrait que je suis bien comme je suis. Notre estime devient alors décorrélée de la réalité de nos comportements. Au fond, ce que ça veut dire, c'est que je dénigre ce que je pourrais être pour ce que je suis aujourd'hui, car à mon sens, je suis déjà parfait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on finit par confondre confiance et arrogance. Étant fermé à toute critique et avec un ego gonflé, on devient fier de nos insuffisances. On regarde les autres de haut, on pense être spécial, on pense plus aisément que les autres nous doivent quelque chose, et on procrastine pour ne pas s'exposer à la possibilité d'échouer. Peut-être que j'aimerais aborder quelqu'un, mais je me suis convaincu que c'est à l'autre personne de faire le premier pas pour éviter d'affronter ma peur enfouie du rejet ou du jugement, que je suis d'ailleurs incapable de reconnaître, car ce serait contraire à ma fierté. Mais comme le suggérait Nietzsche, les convictions sont des ennemis de la vérité, plus dangereux que les mensonges. Tout en espérant que ce ne soit pas votre cas, on peut se reconnaître dans ce mode de pensée lorsqu'on juge les autres négativement, pour leur emploi, l'école qu'ils ont faite, les habits qu'ils portent, leur façon de se comporter ou ce en quoi ils croient. À hiérarchiser les personnes, et en pensant qu'on est au-dessus des autres, on légitime nos opinions, qu'on élève au rang de vérité absolue, ce qui nous rend uniquement intolérants. Un bon indicateur serait également notre sensibilité à la critique et la rapidité avec laquelle on se frustre ou s'emporte dès que quelqu'un formule une opinion à notre sujet. A l'inverse,
Dès que l'on observe nos comportements à travers le prisme d'une estime dénigrée, on n'observe pas nos discours internes et la façon à laquelle on s'évalue, on crée alors une dichotomie entre la personne qu'on aimerait être et celle qu'on est aujourd'hui. On sait au fond de nous qu'on n'est pas tout ce qu'on pourrait être. Mais si on s'écarte en permanence de ce qui nous aiderait à développer notre potentiel, alors l'idéal tacite qu'on n'arrive pas à incarner finit par devenir notre juge et on ne s'accepte plus comme on est. Les dialogues internes qui en résultent, où on continue d'entretenir ces conjectures pour se dire que je ne suis pas capable, j'ai pas confiance en moi, sont alors générateurs d'émotions négatives comme la honte, l'indignité, la culpabilité, le ressentiment envers ceux avec qui on n'arrive pas à être honnête, et ainsi de suite. Et ces émotions deviennent la punition qu'on s'inflige pour ne pas affronter nos peurs, et ce que ça signifie, c'est uniquement que notre intelligence s'est retournée contre nous. Certains d'entre nous pourront se tourner vers un mantra ou de la méditation pour dissiper temporairement ce ressenti enfoui d'indignité, du je ne suis pas assez, mais ça ne saurait suffire à traiter la raison sous-jacente à nos réactions, qui feront que les mêmes causes, tant qu'elles n'ont pas été identifiées, produiront les mêmes effets. Parce que quand on se diminue, on sombre dans le défaitisme, le stress, la honte de ne pas être à la hauteur, et c'est à se demander, est-ce que je contrôle mes pensées ou est-ce que mes pensées me contrôlent? À ne pas faire attention à nos discours internes, ils deviennent négatifs et préjudiciables non seulement à ce que l'on ressent à l'instant présent, mais aussi à l'orientation qu'on aimerait donner à notre vie. J'aimerais donc d'abord vous apporter en premier lieu quelques outils pour vous détacher progressivement de vos idées et vos émotions pour y porter un regard critique. En observant ces idées et en les mettant à plat, on saurait identifier celles qui sont dysfonctionnelles. On peut se dire par exemple qu'on n'est pas assez intelligent pour accomplir quelque chose, que la personne en face de nous ne nous apprécie pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, qu'on n'a pas confiance en nous pour nous exprimer en public ou discuter avec quelqu'un, parce qu'on pense qu'on ne serait pas apprécié, qu'on ne mérite pas la position qu'on occupe aujourd'hui, ou que nos achèvements ont été un coup de chance. La première question que je vous invite à vous poser est la suivante. Est-ce que je me parle comme je le ferais avec quelqu'un à qui je tiens? Nos discours internes sont la raison pour laquelle on peut se sentir indigne. Mais pour affronter ces idées, il existe des outils pratiques, comme le questionnement socratique, qui visent notamment à distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas dans nos idées, en se demandant par exemple, quelles sont les preuves factuelles que mes idées sont établies? Est-ce que je formule des hypothèses? Lesquelles? Est-ce que je me base sur mes émotions ou sur des faits pour arriver à ces conclusions? Qu'est-ce que penserait quelqu'un d'autre au sujet de ma situation? Par ailleurs, on est en mesure d'identifier le moment où surviennent nos émotions négatives, car elles sont à l'origine de changements physiologiques. La colère sécrète par exemple de l'adrénaline. Le stress provoque la sécrétion de cortisol, et ces dérèglements hormonaux sont à l'origine d'inconfort physique perceptible, où on se sent agité, on sent qu'on a la boule au ventre, que le sang nous monte à la tête. Pour être en mesure de mitiger les comportements qui résultent de nos émotions négatives, on pourrait tenir un journal pour y inscrire ses ressentis, pour nous permettre de mieux les apprécier. Mais encore faut-il essayer de les comprendre. Une méthode pour y parvenir est celle des 5 raisons, qui voudrait qu'on se demande 5 fois pourquoi on ressent une émotion en particulier. À titre d'exemple, pourquoi est-ce que je stresse? Parce que j'ai un livrable au boulot. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas le livrer dans les temps. Mais pourquoi encore? Parce que je ne m'en sens pas capable. Pourquoi? Parce que je me diminue. Si la première raison qu'on évoque pour justifier notre émotion est presque toujours exogène, cet exercice permet de se recentrer et de trouver en nous-mêmes les vraies raisons qui provoquent ce qu'on ressent. Cet exercice permet de diffuser nos émotions en comprenant d'où elles viennent vraiment et permet ainsi d'explorer et mettre en lumière ce qu'on pense être insuffisant ou dysfonctionnel chez nous. En prenant conscience de soi, on s'aperçoit alors que notre façon de nous percevoir conditionne les comportements qu'on va adopter. Mais on l'a vu au cours de cet épisode, notre estime nous renvoie à certaines peurs internalisées, du jugement, du rejet, de ne pas être assez, qui entretiennent chez nous une forme d'apathie ou d'évitement de ce qui pourrait avoir une contrepartie bénéfique pour nous. Si on avait la certitude que ce qu'on veut faire ou entreprendre se passerait bien, alors on n'hésiterait pas une seule seconde pour s'y engager, car on n'angoisserait pas quant à l'issue de notre initiative. Ce que ça implique, c'est que la peur est la rencontre entre l'incertitude et le manque d'espoir ou de foi. Et vu que l'avenir n'existe pas encore, on ne saurait en souffrir. Donc on ne souffre pas de l'avenir, on souffre de notre imagination. Pour mitiger nos peurs, on s'oriente dans une voie qui devient prévisible et qui enlève cette composante d'incertitude, et à privilégier ce qui est familier, où on peut prévoir plus ou moins ce qui va nous arriver, on relègue alors l'exploration de notre potentiel au second plan, et on ne saura jamais ce qu'on aurait pu être si on avait décidé à la place d'affronter nos peurs.
Mais alors, vous vous demandez peut-être, comment peut-on être brave dans les moments où on a peur, où on manque de confiance en nous, où on sait que prendre telle ou telle initiative nous permettra d'avancer dans la vie? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement dans les moments où on a peur qu'on pourrait être brave. L'écrivain danois Kierkegaard disait que l'angoisse est le vertige de la liberté. À chaque instant, on est libre de réaliser les progrès qu'on souhaiterait. À défaut, on reste dans notre zone de confort et on ne dépasse pas ces idées préconçues qu'on a héritées du « je ne me sens pas capable » ou « j'ai peur de l'échec et je préfère me replier sur moi-même, trahir la personne que je pourrais être et perdre le respect que je me porte ». Ce qui est préconisé cliniquement, notamment dans la thérapie cognitivo-comportementale mise en place par Aaron Beck, c'est une exposition graduelle à ce qui nous fait peur. Par exemple, vous avez besoin d'apprendre à parler en public pour favoriser votre évolution personnelle, ou simplement parce que vous vous sentez effacé lorsque vous êtes en groupe et du coup vous n'apprenez à connaître personne. Ce qui est préconisé serait alors de commencer par des petits groupes de 3 à 4 personnes avec qui vous avez une certaine proximité, puis de faire varier ces paramètres jusqu'à être en mesure de vous exprimer devant des inconnus. Voici donc venir la partie qui, je l'espère, saura faire mûrir votre réflexion pour vous défaire des peurs qu'on a pu identifier jusqu'à présent. À commencer par cette peur d'être soi-même, qui nous incite à nous conformer à ce que les autres attendent et qui traduit une peur d'être rejeté. On compromet notre propre authenticité, soit parce qu'on a un intérêt dans nos relations, soit parce qu'on souhaite éviter le jugement ou encore des réactions que l'on trouverait désagréables. Or, la frustration que les autres manifestent à notre égard traduit qu'il y a un écart entre ce qu'ils attendent de nous et la personne qu'on incarne. Mais on ne saura jamais plaire à tout le monde ou satisfaire les attentes de tout le monde. Et on peut alors se demander ce qui est mieux. Feindre ce que je ne suis pas et m'exposer malgré tout au rejet potentiel des autres alors même que j'essaye de me conformer à leurs attentes, ou être pleinement moi-même pour réussir à m'entourer de ceux qui m'accepteront vraiment pour ce que je suis. Des relations épanouissantes se trouvent dans une authenticité mutuelle qui favorise la profondeur du rapport qu'on peut développer. Autrement, on adopterait uniquement une façade contraignante où on se soucie en permanence de notre image. Cette peur du rejet se trouve également chez ceux qui adoptent des traits de people pleasers, qui ne savent pas mettre de limites avec les autres et qui s'engagent dans des relations potentiellement toxiques. L'un des premiers leviers à explorer dans ce cas est de développer sa capacité à s'affirmer pour ne plus être inoffensif en pensant qu'on est simplement gentil. Pour apprendre à mettre des limites, on se doit alors de distinguer le refus du rejet. On est dans notre droit de dire non à une requête, à une idée, sans avoir à l'associer au rejet de la personne. Autrement, on continue d'entretenir une relation de subordination et il peut être utile de se demander: est-ce que je recommanderais cette relation à mon frère, ma sœur, à mes parents, à mon ou à ma meilleure amie? Et si la réponse est non, alors pourquoi la garder pour vous-même? Pourquoi n'arrivez-vous pas à mettre de limites là où vous savez qu'il le faudrait? Si vous n'arrivez pas à vous en défaire, c'est que vous avez une contrepartie secondaire qui vous retient, mais vous savez au fond qu'elle vous est nuisible. Et il serait temps de vous demander si elle en vaut vraiment la peine. Dans un cadre professionnel, à être trop agréable, on finit par faire certaines choses qui ne relèvent pas de nos attributions, par nous inscrire dans des process auxquels on n'adhère pas parce qu'ils ne nous font pas progresser, ou tout simplement qu'on les trouve complètement dysfonctionnels. Mais à taire ce que l'on pense, on perd en motivation et on gagne en ressentiment, car on tient alors notre environnement pour responsable plutôt que notre inaptitude à être authentique et à énoncer la vérité suivante. Je suis prêt à me donner à 100% dans mon travail, mais le cadre actuel est en train de me démotiver et j'aimerais qu'on en discute. Ce que vous gagnerez, c'est du respect pour vous-même, mais surtout, vous serez en mesure d'avoir les idées claires quant aux paramètres de votre environnement de travail et vous pourrez alors prendre des décisions plus avisées. Car sinon, ce que vous ferez, c'est chercher à changer d'environnement parce que vous êtes insatisfait. Mais les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets et vous reproduirez les mêmes schémas ailleurs où votre frustration finira par prendre le dessus. D'ailleurs, pour savoir si on est engagé volontairement dans ce qu'on fait, il suffit uniquement d'observer la façon avec laquelle on se parle. Si je pense que je dois faire ci ou il faut que je fasse cela, ce que ça implique, c'est que je me tyrannise pour m'orienter vers mes responsabilités et je les vois comme une obligation parce qu'elles ne m'apportent pas d'épanouissement personnel. À entretenir les peurs qu'on a évoquées dans cet épisode, à se conformer à ce qui nous apporte un sentiment de sécurité, on sacrifie notre bien-être. On peut se demander alors: si je ne changeais rien à ce que je fais aujourd'hui, à quoi ressemblerait ma vie dans 5 ans? Et est-ce que je l'aimerais plus qu'à l'heure actuelle? On est confronté en permanence aux résultats qu'on n'obtient pas, en contrepartie des efforts qu'on n'aura pas fournis. On compromet notre liberté de nous orienter vers ce qu'on préférerait, car la peur de l'échec, la peur de ne pas être parfait,
finissent par précéder les initiatives qu'on pourrait prendre pour réaliser les progrès qui nous permettraient d'aspirer à un avenir plus satisfaisant. Le fondateur de la psychologie analytique Carl Jung indiquait que le bouffon est le précurseur au sauveur. Ce que ça implique, c'est que nous devons volontairement accepter de nous exposer comme un brouillon avant de pouvoir incarner une personne plus accomplie. En conclusion, notre estime personnelle, lorsqu'elle n'est pas ancrée dans la vérité de ce que nous sommes, mais dans un imaginaire qui nous diminue, finit par être à l'origine de certaines idées internalisées qui se traduisent par certaines peurs qui seront préjudiciables à l'orientation de notre vie. Or, comme le disait Dostoïevski, surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui se ment à soi-même et écoute son propre mensonge va jusqu'à ne plus distinguer la vérité ni en soi, ni autour de soi. Il perd donc le respect de soi et des autres. J'espère qu'au sortir de cet épisode, vous verrez chaque jour comme une opportunité plutôt qu'une punition. Vous pouvez échouer en vous engageant dans ce que vous n'aimez pas. Alors peut-être qu'on pourrait se libérer des chaînes d'une estime dénigrée pour tenter sa chance et s'orienter vers ce que l'on trouverait épanouissant. Si vous souhaitez vous libérer de vos croyances limitantes, sachez que j'offre des séances de coaching, dont une séance découverte offerte. N'hésitez pas à m'écrire soit via Instagram SEALifeCoach, soit via mon site internet www.sealifecoach.com. Je vous dis à très bientôt.